Précédemment, dans The Truman Show. Nous sommes tous des voyeurs. 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 Et du monde au balcon. Hein. Lui, c'est Julien. Et lui, c'est Saïd. Aujourd'hui, deuxième partie de notre dossier sur le voyeurisme au cinéma. Et on va s'attaquer au sexe faible. Non, pas faible. On va se poser une des plus grandes questions de l'univers. Que veulent les femmes? Et surtout, comme disait Patrick Juvet, elles sont où les femmes? Bah, elles sont après le générique. C'est vraiment l'incarnation de la médiocrité contemporaine. Mais c'est de la merde! Ceux qui sont là, vanter les trucs les plus régressifs. C'est nul! Mais on revient sur notre film Fenêtre sur cour. C'est notre fil rouge. On a parlé du côté sensationnaliste dans la première partie. On va s'intéresser à la représentation de la femme dans ce genre lié au thème du voyeurisme. Dans le film d'Hitchcock, on a deux femmes en l'occurrence. On a l'infirmière et on a aussi Lisa qui est jouée par Grace Kelly. Elle joue une sorte de mannequin haut de gamme et qui cherche à épouser le personnage de James Stewart, Jeff. C'est un personnage quand même assez moderne par rapport à l'époque. C'est une femme indépendante, c'est une femme qui travaille, qui ne cuisine pas. Elle ramène des plats cuisinés. Just put everything in the oven, Carl, on low. Elle sait ce qu'elle veut puisqu'elle veut épouser Jeff. Elle essaie de le convaincre à chaque fois. On a quand même une femme forte. C'est une femme sophistiquée, mais c'est aussi la femme objet de désir cinématographique. L'idée de glamour dans les stars de cinéma, du coup, ça concernait un peu tout le monde. Jeff, quand il regarde ses voisins et spécialement ses voisines, il a un autre regard, sous le charme de cette demoiselle qui fait sa gymnastique tous les matins devant lui. Et bien sûr, on a le couple dont il va soupçonner le mari d'être le meurtrier, dont la femme est un peu insupportable. Beaucoup d'archétypes de femmes qui sont représentatifs de la société. Et bien sûr, on peut rajouter à ça l'archétype de l'infirmière qui va aider Jeff. Ces femmes ne sont pas toutes soumises, elles ont aussi leur mot à dire. Il y a même un plan, l'apparition de Grace Kelly, la première fois où on a son ombre qui plane sur le visage de Jeff et qui est une ombre inquiétante. C'est un plan pour montrer ce côté un peu dominant parce qu'elle veut le mariage et lui ne veut pas. Et elle insiste, elle continue d'insister. Elle a quand même des attributs masculins. I made a simple statement. A true statement, but I can back it up if you just shut up for a minute. Well, if your opinion is as rude as your manner, I don't think I care to hear it. Le voyeur, Peeping Tom, 1960. Michael Powell, sorti la même année que Psychose. Il a connu une critique très négative. La sortie a été annulée par le distributeur en Angleterre. Les négatifs ont été carrément revendus à une petite société. C'était vraiment un film qui s'agissait d'oublier. C'est qui ce voyeur? Qui regarde? Et que regarde-t-il surtout? Surtout avec quoi? Il a un attribut, il a un appareil. Le héros du film est un opérateur image qui travaille dans le cinéma. Encore quelqu'un dans l'audiovisuel. Sous prétexte de tourner un documentaire, certaines filles commence à disparaître, on devinera que c'est lui qui est derrière ces meurtres. Ce personnage à l'esprit un peu dérangé, par une enfance aussi traumatisante, se révélera être justement un voyeur qui veut garder les films, les scènes où il fait peur à ses actrices. On est dans les années 60, tu fais bien de rappeler que c'est sorti la même année que Psychose parce qu'on rentre dans une forme de film d'horreur où on est beaucoup plus dans le quotidien. Avant c'était Frankenstein, Dracula qui faisait peur et là on était dans des choses beaucoup plus terre à terre. Le gendre idéal, personne ne le soupçonne, mais en finalité se cache des obsessions, se cache une perversion. Son père le filmait quand il était jeune, il lui a fait subir des expériences un peu horribles, c'est le passage le plus dérangeant. Comme dans Crash, on a remarqué qu'il s'intéresse à certaines femmes qui sortent de l'ordinaire, plus que celle qui est parfaite. Et on a ce mélange de pulsions, de désirs, et en même temps de posséder ces femmes, de les filmer, de garder ça sur pellicule. Et lui, il garde bobine en essayant de recréer, de refaire un documentaire ultime. Lors de son arrestation, il continue encore à filmer, mais ça se finit bien sûr dans un bain de sang. Look now. Take it away. Take it away. Fantasme, body, corps, on arrive à Body Double. 84, donc de Brian De Palma, qui rend régulièrement hommage au cinéma de Hitchcock. Il sortait de l'échec de Scarface, les critiques étaient mauvaises et là ça a été encore pire sur Body Double. Pour lui c'est un peu une façon de revenir au thriller, c'est son genre un peu fétiche. Un acteur qui joue dans un film d'horreur un petit peu au rabais, qui souffre de claustrophobie. Il a un ami à lui qui lui prête une très belle maison. Il va se retrouver à épier une de ses voisines, et la suivre, devenir un peu un stalker. Lui aussi il utilise une sorte de longue vue pour la voir derrière sa fenêtre en train de faire sa danse lascive. Et on pousse un peu le
vice beaucoup plus loin, il va suivre l'objet de son désir, il va même essayer de l'aider parce qu'elle se fait agresser, voler son sac. Dans les autres films, le voyeur n'a pas forcément de contact direct avec son objet de désir. Ce qui est intéressant de dire par rapport au voyeur et tout ça, c'est que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la personnalité de De Palma parce que lui-même c'en était un. Son père avait des relations extra-conjugales et il le suivait, il prenait des photos de lui en train d'avoir des relations avec d'autres femmes, des choses qui le travaillent depuis l'enfance. En tout cas, dans ces films-là, on voit le côté trauma, leurs personnalités ne sont pas complètes, qu'il leur manque toujours quelque chose, un manque affectif, et surtout un manque de désir. Donc ce désir, il va aller se plaquer sur des actrices un peu fantasmées. On est dans les années 80, donc les corps sont sublimes. Le film, il a un petit peu un lien avec un autre film de De Palma, High Mom, De Niro, qui joue aussi le rôle d'un voyeur qui observait aussi ses voisins, quelqu'un dans l'industrie pornographique. Le générique Body Double, c'est écrit sur un décor artificiel. Déjà, le film nous prévient qu'on est sur de la supercherie. Ce monde-là, dès que vous rentrez, on sait qu'on est dans un monde fantasmé et qui se terminera. On voit comment on tourne une scène de douche. L'actrice principale, on voit comment elle est remplacée par une doublure pour tourner le gros plan de sa poitrine. Du coup, un effet de montage qui fait que ça donne l'impression qu'on voit la poitrine de l'actrice, alors qu'en fait, la véritable actrice ne la montre pas. Ça détruit un peu le mythe. Le lien avec Fenêtre sur cour, on le retrouvait dans un autre film de De Palma, Sisters, où il y avait une journaliste qui assistait au meurtre d'un homme qu'elle voyait par sa fenêtre. C'est un truc qu'on retrouve quasiment dans tous les films de De Palma. On va parler du voyeur. Oui, encore Stéphane Elliott, 1999, avec notre ami Ewan McGregor. C'est le remake d'un film français qui s'appelle Mortel Randonnée de Claude Miller, qui est un film d'ailleurs beaucoup plus connu que ce remake. Cette fois-ci, on est sur un agent secret britannique. Il en a marre d'ailleurs des enquêtes sur les infidélités et autres. En étant en surveillance, il tombe sur le personnage de Ashley Judd. Oui, qui est une tueuse en série. C'est là où il y a un renversement. On s'attend plutôt en voyant la scène à ce que ce soit l'homme qui lève la main contre la femme. Ça crée un lien entre Ewan McGregor et Ashley Judd, jusqu'à devenir une obsession. Il va commencer à la suivre, il va même aller jusqu'à la protéger de ses crimes parce qu'elle va continuer encore à tuer. Ce n'est plus le même objet de désir à la fin parce que Ewan McGregor il a perdu sa fille et Ashley Judd a perdu son père. Donc on n'est plus sur du désir fantasmé de la femme, là on est plus de la filiation père-fille. Cet agent secret utilise tous les moyens de communication actuels, la photographie, la vidéo, Internet. Le personnage de Ewan McGregor poursuit Ashley Judd partout jusqu'à justement une région un peu éloignée, région enneigée du Canada. Donc on a ce thème de voyage qu'on retrouve dans un autre film qui est un voyage par le train et c'est La fille du train, réalisé par Tate Taylor en 2016. Adaptation d'un roman à succès. Au début on suit 3 femmes au destin différent. Celle qui nous intéresse c'est le personnage d'Emily Blunt qui joue le rôle d'une femme qui prend le train tous les jours, qui est divorcée, qui est alcoolique, qui est menteuse, qui harcèle son ex-mari. Je passe toujours devant son ancienne maison et elle voit son mari avec une autre femme. Elle le voit refaire sa vie. Elle commence à avoir une sorte d'obsession pour le couple d'à côté, pour la maison d'à côté. Et elle sublime leur vie en pensant qu'ils sont heureux, en ceci cachent des secrets. On a un regard féminin qui est posé sur d'autres femmes. Là, on n'est plus dans le désir charnel, on est plutôt dans le désir de bonheur. Là, on a un regard qui se déplace. On a ce travelling gauche-droite et droite-gauche à chaque fois. Et c'est comme ça qu'elle peut glaner des informations dans l'image. Et elle interprète ces images-là comme le spectateur le ferait. À la différence de tous ceux qu'on a vus, Emily Blunt dessine. Elle fait des croquis des personnages. On revient à la femme artiste. On se retrouve avec le film le plus récent de la sélection qui est sorti cette année. C'est La femme à la fenêtre de Joe Wright. Est-ce que c'est elle qui regarde ou est-ce que c'est elle qui est regardée? C'est la femme qui regarde encore une fois. Oui, elle est psychopédiatre. Elle souffre d'agoraphobie. Comme dans La fille du train, elle est alcoolique. On est vraiment dans la citation Hitchcockienne. Elle épie ses nouveaux voisins et elle va assister au meurtre de la femme de la famille qu'elle a rencontrée des jours précédents. Et elle va être remplacée par une autre femme. Il va y avoir tout un jeu sur le fait est-ce que c'est elle qui est folle ou est-ce qu'elle a vraiment vu ça. Elle a subi un traumatisme. Est-ce qu'on peut se fier à sa parole ou pas? Elle va chercher des indices
actrice sans sortir de chez elle. On revient à l'enfermement qu'on voyait dans les débuts des films, comme sur Fenêtre sur cour. Il fait du personnage principal une cinéphile. Devinez qu'est-ce qu'elle regarde. On retrouve un peu le combat féminin, justement pour s'imposer. On n'a pas de regard sexuel, il n'y a pas de désir. Le regard féminin n'est pas le regard masculin. Là, on a des femmes qui essaient d'aider d'autres femmes. C'est un voyeurisme de nouveau genre qui peut-être va dominer pendant la prochaine décennie, ou alors on va avoir d'autres regards. On est arrivé à la fin, sûrement on a dû oublier des références et des films, hein, mais vous pouvez nous en faire part. Pour ne pas rater les prochaines émissions, abonnez-vous et faites sonner la cloche. On attend également de vous un pouce bleu pour nous soutenir. Et n'oubliez pas bien sûr que regarder et filmer les gens à leur insu est puni par la loi. Hein. Donc enfilez vos lunettes noires et votre impair, et rendez-vous pour la prochaine émission. Salut les pervers! Salut! Tu sais qu'on a une exclusivité ce soir. Ah mais c'est quoi? On a les images exclusives du making-of de Fenêtre sur cour. Ah bah je vais voir ça. Allez, regardons. You don't think it's his wife's body, do you? Well, what else could it be?